Le 7 février 2016, Zuhair B. Huda, directeur de la Banque du Bangladesh, prend l'ascenseur vers le 10e étage. Dans la zone la plus sécurisée du bâtiment, il marche d'un pas rapide. Son esprit reste fixé sur une panne étrange, une imprimante muette. Cette imprimante n'était pas un appareil ordinaire. Reliée au système SWIFT, elle imprimait automatiquement les rapports de transaction, 24h24. Sa panne plongeait le service dans l'ombre, plus aucune trace des flux financiers n'était visible. Après 2 jours de silence, l'imprimante redémarra. Mais ce ne fut pas un soulagement. Une avalanche de rapports en retard jaillit, révélant l'impensable, la Réserve fédérale de New York avait reçu des ordres de virement massif. Retour en janvier 2015. Un email discret atterrit dans la boîte d'un employé. D'apparence banale, il contenait un fichier zip se présentant comme un CV. À l'intérieur, un virus sur mesure, l'arme des pirates qui allait frapper. Les employés, sans méfiance, ouvrirent le fichier. En un clic, ils offraient aux hackers un accès secret au réseau bancaire. Le virus s'infiltra tel un poison, installant des portes dérobées invisibles. L'attaque avait officiellement commencé. Ce n'était pas un malware ordinaire. Il cartographiait toute l'infrastructure, chiffrant ses communications, se camouflant dans le système. Une machine de guerre numérique, conçue pour rester indétectable. Pendant 1 an, les pirates observèrent patiemment. Chaque routine des employés, chaque transfert, chaque faille. Leur objectif devenait clair, détourner le système SWIFT, la colonne vertébrale du transfert mondial de fonds. SWIFT était réputé inviolable. Une forteresse numérique, protégée par des standards de sécurité extrêmes. Mais ce jour-là, dans les ombres d'un réseau affaibli, une brèche s'ouvrit. Les pirates avaient trouvé leur voie. 3 obstacles majeurs restaient, l'imprimante, qui produisait des preuves physiques de chaque transaction, l'usurpation parfaite des identifiants SWIFT, et le manque d'argent local, puisque les vraies réserves dormaient aux États-Unis. Pourquoi la Banque du Bangladesh? Simple, riche en dépôts étrangers, mais pauvre en cybersécurité. Le pays progressait vite économiquement, mais ses défenses numériques restaient vulnérables, offrant aux pirates une cible idéale. Les pirates élaborèrent un plan génial. Au lieu de couper le système, ils saboteraient l'imprimante. En provoquant une panne, ils cacheraient leurs ordres frauduleux. Derrière une panne technique, l'argent pourrait s'évaporer en silence. Ils créèrent des comptes de destination. 4 furent ouverts à la RCBC Banque de Manille, avec de modestes dépôts de $500. Un 5e vit le jour au Sri Lanka. Derrière eux, une toile d'autres comptes dormants attendait. Le 4 février 2016, à la tombée de la nuit, le plan s'enclencha. Quand les employés quittèrent le bureau, les pirates prirent le contrôle à distance des terminaux SWIFT. Leur opération, minutieusement préparée depuis 1 an, commença. Leur génie? Le timing. Au Bangladesh, le week-end débute le jeudi soir. Leurs ordres frauduleux passeraient donc inaperçus jusqu'au dimanche. Mais à New York, c'était vendredi matin, une journée entière pour traiter les virements. Et comme si cela ne suffisait pas, le lundi suivant, c'était le nouvel an chinois aux Philippines. Les banques y seraient fermées, offrant aux pirates un délai supplémentaire pour déplacer l'argent. Un calendrier parfait pour un vol parfait. Vendredi matin, la Réserve fédérale de New York reçut une avalanche d'instructions SWIFT. Au total, 951 millions de dollars demandés vers des comptes asiatiques. Les systèmes automatiques commencèrent à exécuter les ordres. Dans la foulée, les hackers effacèrent leurs traces. Leur logiciel malin nettoyait les journaux, camouflait les ordres et bloquait l'imprimante. Aux yeux des employés, ce n'était qu'un bug technique. Le dimanche, Huda trouva l'imprimante toujours muette. Il pensa à un simple incident technique. Mais bientôt, des erreurs apparurent dans le système SWIFT, puis 3 messages alarmants de New York demandant confirmation de paiement massif. En panique, la banque tenta d'appeler la Réserve fédérale. Mais c'était samedi à New York. Aucun interlocuteur. Désespérés, ils envoyèrent des fax, des emails, des appels vers les banques intermédiaires, implorant d'arrêter les transferts. Le système international des paiements passe toujours par plusieurs banques intermédiaires.
Cela créa un chaos supplémentaire, les employés du Bangladesh appelaient partout, incapables de suivre la trace de l'argent. Mais le destin joua en leur faveur. Par hasard, le logiciel de la Fed bloqua 30 transactions suspectes. Le mot « Jupiter » dans une instruction rappela le nom d'un navire iranien sous sanction. Résultat, 870 millions furent stoppés. Malgré cela, 5 transactions passèrent. L'une d'elles, de 20 millions, fut stoppée in extremis par une simple faute d'orthographe, Shalika Foundation, écrit sans impôt. Une erreur fatale qui sauva une fortune. 4 virements restèrent actifs, un total de 81 millions de dollars. L'argent se déversa vers les comptes philippins de la RCBC, juste au moment du nouvel an chinois. Les banques locales étaient fermées. Personne ne pouvait stopper la fuite. 30 millions furent rapidement retirés par un homme d'affaires chinois. Puis il disparut, avec l'argent. On soupçonne qu'il ait été l'un des cerveaux du casse. Aucun indice n'a jamais révélé où il s'est volatilisé. Restait 51 millions. Les pirates devaient les blanchir. Leur plan, les casinos philippins. À l'époque, aucune loi sérieuse n'imposait de contrôle anti-blanchiment. Un paradis pour l'argent sale. 30 millions furent envoyés au casino solaire, 20 millions au Midas. Là, dans des salles privées appelées « junkets », les pirates se mêlèrent aux joueurs VIP, diluant les fonds dans l'univers des jetons et des cartes. Le jeu de baccarat ne permet pas de gagner gros, mais il restitue en moyenne 90% des mises. Parfait pour recycler l'argent volé. Les pirates jouaient, puis retiraient, lentement, des sommes désormais impossibles à tracer. Pendant ce temps, la Banque du Bangladesh, la Fed et les enquêteurs multipliaient les appels. Mais il était trop tard. Les pirates sortaient déjà du pays, laissant derrière eux une piste brouillée. Au total, 81 millions de dollars s'étaient volatilisés. Bien moins que le milliard espéré, mais assez pour marquer l'histoire comme l'un des plus grands braquages bancaires numériques jamais réussis. Les enquêteurs cherchèrent les coupables. Le code du malware révélait des signatures déjà connues. Les techniques correspondaient à un groupe redouté, Lazarus, une cellule de hackers soupçonnée de travailler pour la Corée du Nord. Depuis 2013, frappée de sanctions internationales, la Corée du Nord manquait cruellement de devises. Pirater des banques devint une arme économique. Lazarus multiplia les attaques, visant institutions et gouvernements. Selon le FBI, Lazarus tenta de voler plus d'1,2 milliard à travers le globe. Mais leur coup de maître restera celui-ci, 81 millions dérobés au cœur d'un pays fragile, à cause d'une simple imprimante réduite au silence. Et si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire.